On vous retrouve, chers invités, pour la suite de Regards croisés. Adam Adzranou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Madame Sophia Kenyon-Siadano, sociologue, analyste politique et l'activiste panafricain. Horus Donkovi, avant de prendre la direction de l'Afrique du Sud et d'étudier cette sortie du président Cyril Ramaphosa, vous voulez ajouter quelque chose sur ce qui se passe en Guinée? Oui, tout à fait. Donc je disais, la marche commune, ce qu'a coûté la marche commune vers l'indépendance de nos pays n'est pas, disons, un aspect qui devait donc être décrété par une présidente de la République, etc. C'est un travail scientifique que doivent mener donc les chercheurs. Et comme le disait l'autre, lorsque vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans les livres. Peut-être nous pouvons peut-être l'aborder sur la transmission de cette sommation-là à nos progénitures. Peut-être, hein, je pense que dans nos écoles, cela se fait, mais les chercheurs dans nos pays, il n'y a aucun pays aujourd'hui qui n'a pas abordé le sujet, qui n'a pas véritablement fouillé et qui devait avoir un début de recommencement. Ça n'existe pas, tout simplement parce que la même question, ne lisons pas assez et au même moment, la transmission n'est pas peut-être à la hauteur des souhaits qu'on aurait bien voulu. Par exemple, c'est vrai que lorsque vous vous interrogez, que soit aujourd'hui un élève peut-être sorti de lycée, il est incapable de pouvoir vous retracer de bout en bout ce qu'a coûté, disons, cette marche vers l'indépendance. Donc c'est une question de transmission. Sinon, la richesse sur la question n'est pas véritablement à l'ordre du jour. Tous les pays en ont débattu et il y a beaucoup de documents qui en parlent. Allez, on va en Afrique du Sud. Le président sud-africain, donc Cyril Ramaphosa, a rendu hommage jeudi à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour sa stratégie décisive contre le coup d'État après l'arrivée à Bissau de l'avant-garde d'une force de stabilisation. Après une rencontre avec le président Umaro Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau, pays d'Afrique de l'Ouest, théâtre en février d'une apparente tentative de coup d'État, Cyril Ramaphosa a estimé que l'Afrique devrait prendre exemple sur la CEDEAO qui compte 15 pays membres. Adam Adzranou, comment vous analysez la sortie du président sud-africain Cyril Ramaphosa? Parce que je pense qu'après l'accumulation des opinions défavorables, en tout cas en ce qui concerne les habitants de la communauté ouest-africaine, dans leur grande majorité défavorables à la CEDEAO, je pense que tous ne sont pas logés dans le même enseigne. Nous l'avons toutefois évoqué, et moi j'ai toujours l'habitude de le dire, la CEDEAO doit se refaire dans les pays où elle s'est défaite. Et ça c'est normal, je pense que c'est une voie. Et depuis des lustres, la CEDEAO a toujours été, disons, l'exemple suivi dans les démembrements surtout africains, et que ce soit sur le plan économique. Et après l'évolution économique, on a su rajouter les questions politiques aujourd'hui qui lui causent véritablement des difficultés, puisque à l'avance, ce n'était pas les objectifs que s'est fixé donc la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais avec les crises que nous avions connues, la question des élections revient pour la plupart du temps. Et c'est dû à ces questions électives-là que la question politique s'est invitée dans le débat. Puisque n'oubliez pas que ces questions politiques-là freinent fondamentalement l'élan économique de ces pays-là. Lorsque vous prenez surtout, je pense que le Togo en est un exemple palpable. Aujourd'hui, le pays paie la facture de ce que nous avions causé il y a très longtemps en termes politiques. Et lorsque vous prenez, il y a toujours une similitude dans tous nos pays. Et lorsque vous prenez ces pays-là, aujourd'hui, peut-être on devrait dépasser ce qu'on connaît en termes de développement de nos pays. Mais ces questions politiques-là l'ont ralenti. Donc, c'est de bonne loi que la CEDEAO puisse rajouter la question politique à ses obligations. Et malheureusement, ce qui lui a valu un peu de perdre un peu la face dans certains pays. Oui. Mais au même moment, on ne va pas aussi perdre de vue de pouvoir rappeler que la résolution de ces crises-là, peut-être ça peut agréer certains, mais désagréer certains également. Mais je pense que la manière dont la CEDEAO essaie de régler ces crises-là, nous prenons le cas, nous l'avons évoqué la fois dernière, lié donc au Burkina Faso. Vous avez vu, aujourd'hui, moi je pense que les États aujourd'hui essaient d'être dans une logique de pouvoir dissuader la CEDEAO à aller dans leur poursuite qu'ils voudraient bien donner. Vous allez vous constater que dans ces 2 jours-là, le langage a totalement changé. Changé à tous les niveaux. Voilà, à tous les niveaux. Ça voudrait dire quelque part, quoi qu'on dise,
personne ne serait d'accord de pouvoir être sous le coup des sanctions de la CEDEAO. C'est toujours défavorable pour ces pays-là, mais il a toujours les moyens de pouvoir donc vous contraindre à pouvoir être dans cette logique-là. Donc, en témoigne le fait que je pense que lorsque vous prenez des voix dissonantes hors du continent, en témoigne le fait que le président Ramaphosa l'a clairement indiqué, la manière dont la CEDEAO essaie de résoudre cette crise-là. Et sont payés un poids lourd en Afrique. Tout à fait. Et il a été également, je pense, son pays, si ce n'est pas lui-même en personne, son pays a été donc le président de l'Union africaine et qui parle de la CEDEAO ne peut pas exclure l'Union africaine. Donc ça voudrait dire quelque part que aujourd'hui, on peut le critiquer. Lorsque nous prenons le Mali, c'est un autre cas à part entière, mais lorsque nous prenons ces deux pays-là, qui essaient un peu de pouvoir impeler, vous prenez la ministre des Affaires étrangères du Burkina, qui a estimé qu'il faudrait que la CEDEAO envoie des experts. Ça voudrait dire quelque part qu'on veut peser le pour et le contre, permettre à la CEDEAO de pouvoir de toucher la réalité du terrain et de pouvoir aller à une sentence assez raisonnable. Donc, quelque part, lorsque vous prenez la force en attente, il a dit en Guinée-Bissau, et très longtemps, ce pays-là a eu la vie sauve grâce à cette force d'attente-là où notre pays a payé ou pratiquement a été convoqué pour jouer. Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dusé, a joué un grand rôle dans ce pays-là et continue pas le jouer, que ce soit en coulisses ou d'une manière visible. Et donc je pense que la manière dont le coup d'État qui a été déjoué en Guinée-Bissau ne peut pas être forcément lié, disons, à l'opérationnalité des forces de l'ordre et de sécurité de la Guinée, mais également cela convoque cette force d'attente-là de la CEDEAO qui a joué un rôle très important. Et donc, bon, je pense que ces crises-là, la manière dont la CEDEAO est en train de les résoudre aujourd'hui, le cas guinéen, le cas burkinabé, est un exemple. Et je pense que ce vote-feu-là peut être corrigé dans les jours à venir. Et je pense qu'il y a des voies. Et comment le cas malien peut rentrer dans la danse? Le cas malien est un cas à part entière, comme je l'ai dit. Parce que là-bas, nous sommes dans une sorte de défiance, mais vous allez constater qu'également, ces derniers temps, les voix ont changé. Les voix ont changé. Vous devez dire quand même que la CEDEAO, d'ailleurs même, il y a les autorités l'ont dit, comme l'ont voulu d'ailleurs même une partie de l'opinion, que le Mali peut se dissocier de la CEDEAO. Ce n'est pas toujours évident. Le Premier ministre a été clair maintenant. Voilà, donc, parce que le poids de la CEDEAO dans le développement de ce pays-là, et lorsque nous prenons cette politique-là, lié au fait que sont sous les décisions de la CEDEAO, que calquent les autres décisions, en témoignant le fait qu'une partie des fonds de la Banque mondiale ont été coupés à ce pays-là. Ils ne l'ont pas fait par gaieté de cœur, mais ils l'ont fait lié au fait que ce pays-là ne veut pas aller dans le sens que veut la CEDEAO. Et je rappelle que pour tous ceux qui pensent que la CEDEAO est en train de jouer un mauvais rôle dans ce pays-là, ont tort pour la simple et bonne raison que la CEDEAO ne peut pas être content d'avoir un pays d'abord en crise dans cette situation-là, dans ses rangs. Tout le monde veut par la preuve que lorsque nous parlons de l'ECO, on veut être en harmonie, arriver à un développement donné de tous les pays. Et pour en arriver là, il faudrait quand même accompagner ces pays-là à atteindre ce seuil-là pour permettre à cette monnaie-là d'être opérationnelle. Donc je pense que Cyril Ramaphosa vient de donner le ton. Et je pense que cela prouve à suffisance que la CEDEAO également a pu prendre de l'ascendance et comment déjà pas filtrer cette décision au lieu d'aller vers des décisions plus tard. Alors, cette sortie du président Cyril Ramaphosa, comment on peut l'interpréter? Est-ce que c'est à l'aune de ce qui se fait ailleurs dans les autres communautés sous-régionales où on ne voit pas tellement d'influence, nonobstant ces carences au Russe Donkovi, les analystes ont toujours dit que la CEDEAO, c'est une référence au niveau africain. Alors, moi, la CEDEAO est une référence peut-être d'un point de vue économique. Je suis togolais. Je vais pas mentir en disant que cela ne me plaît pas de pouvoir prendre la voiture et pouvoir me rendre à Dakar tout à fait tranquillement, sans aucun souci, si ce n'est les douaniers qui peuvent être particulièrement, comment dirais-je, corruptibles et agaçants. Sinon, il y a du plaisir à pouvoir quitter Lagos et à pouvoir se retrouver à Conakry, à pouvoir quitter Conakry, se retrouver à Dakar, revenir à Abidjan et ainsi de suite. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est magnifique d'un point de vue de la CEDEAO. Je ne peux pas, par exemple, me permettre de quitter Douala et aller à Brazzaville. Je peux vous assurer que c'est un casse-tête chinois. Il faut prendre l'avion, il faut avoir un visa d'entrée et ainsi de suite. Ils ont calqué le modèle sur le modèle européen. Maintenant, en termes de communauté,
mettons qu'il y a le passif des États et les passifs des régions. La région ouest africaine a un passif différent de la région australe et de l'Afrique du Sud. Donc, vous allez remarquer que en Afrique australe, ils sont beaucoup plus légalistes. Ils sont très attachés au texte. On s'arc-boute beaucoup sur les textes. Vous allez voir, quand on prend le cas du Malawi, par exemple, on prend le cas du Botswana, prenez le cas de la Tanzanie, ne serait-ce que dans la gestion de l'État et ainsi de suite, vous verrez que les paradigmes ne sont pas exactement les mêmes qu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Donc il est tout à fait normal que Cyril Ramaphosa réagit comme ça, d'autant plus que, si vous vous souvenez, lorsque l'Afrique du Sud devient la nation arc-en-ciel que l'on connaît actuellement, rappelez-vous qu'il va y avoir beaucoup de friction entre la diplomatie sud-africaine et les autres États africains lorsque l'Afrique du Sud va commencer à prendre les rênes, par exemple, de l'UA, va commencer à rentrer dans certaines instances et ainsi de suite, tout simplement parce que la perception des choses, le rapport à la politique, à la diplomatie, n'est pas le même en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe. Donc je ne suis pas étonné d'un Cyril Ramaphosa qui est dans une Afrique du Sud, on va dire hérité de l'apartheid, ne serait-ce qu'au niveau structurel, et donc très à cheval sur les textes. Quand je parlais tout à l'heure des élections, vous remarquerez que même avec l'élection d'un président noir, vous avez une structuration de l'élection, une structuration de l'organisation, des textes qui doivent être respectés. Quelqu'un comme Jacob Zuma, qui est président par exemple, qui a été sauté. Donc il est tout à fait normal que, pour moi, le président sud-africain dise que la CEDEAO, dans le respect, disons, dans les décisions qu'elle prend en prétendant respecter les textes, ait raison. Je trouve ça normal. Mais la réalité, vous voulez dire, c'est autre chose. Elle est tout autre parce que la CEDEAO paie un certain nombre d'années à s'être fourvoyée dans un certain nombre de décisions. Et ces décisions, la CEDEAO s'est fourvoyée au Togo, on connaît l'histoire, s'est fourvoyée dans plusieurs pays, et ainsi de suite. Et actuellement, elle prend le contre-coup. Si vous estimez être la représentation régionale du peuple, parce qu'il s'agit de ça, vous représentez des États, vous représentez les représentants de ces États, mais ces représentants-là, en réalité, représentent le peuple. Donc, quand à un moment, vous arrivez à un niveau où la contestation populaire est telle qu'elle remet en cause même votre légitimité politique et diplomatique au sein de l'État, c'est qu'il y a un problème et que vous devez vous poser des questions. Et moi, mon problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, à un moment, on n'a pas parfois le sentiment qu'il y a une remise en question de l'organisation, parce qu'on a, si vous voulez, un genre de déphasage entre le politico-diplomatique et tout ce qui est populaire. Et c'est grave. Parce que si le populaire ne se reconnaît plus en ses élus, ne se reconnaît plus dans l'organisation de sa région, ben le populaire se soulève. C'est eux les plus nombreux. Donc quand vous avez une vaste région qui est gangrénée par des coups d'État, qui est gangrénée par le terrorisme, qui est gangrénée, qui est une des principales régions où la jeunesse entière va prendre du bateau pour s'exiler, c'est ceux de la CEDEAO qu'on retrouve en mer et ainsi de suite. Donc à un moment, je pense que structurellement... Peut-être qu'elle est proche aussi de la mer. Pardon ? de la mer au niveau de la mer, mais toujours est-il que si vous parce qu'en Afrique du Sud on ne peut pas prendre. Si vous avez la majorité de votre jeunesse qui décide de prendre le bateau et de s'exiler, ça veut dire qu'au moment à un niveau dans la gestion de l'État, dans la gestion de la région, il y a un problème. Donc la chose politique fait partie du problème. Le problème de sécurité, d'économie, la gestion des États et ainsi de suite, tout cela part du politique. On va analyser donc c'est important. Donc quand il dit ça, ben, la CEDEAO peut être contente, mais en réalité, même si elle est contente de l'approbation du président sud-africain, les réalités elles sont là. Il faut aller gérer le problème du Mali, il faut aller gérer le problème de la Guinée, du Niger et ainsi de suite, et vous devez le faire de façon politique, diplomatique et organisationnelle. Alors, on va étudier les réalités là tout à l'heure, juste après la petite pause.